La pension, 2 lits, 2 bureaux, un gamin nommé Weston. Quelques semaines, les choses deviennent bizarres. Il donne une liste, ce qui est interdit d'apporter dans la chambre, un bout de papier plié, comme si c'était normal. Le contenu, absurde, des grenouilles, de l'eau salée, du sel, tout simplement. Pourquoi le sel? Il était sérieux, pas une blague. Le gamin ne connaissait pas l'humour. Il marmonnait, la nuit, lumières éteintes, des chuchotements, comme s'il parlait à quelqu'un. Mais la chambre était vide. Il gardait un petit carnet. Sous son matelas, il le protégeait de sa vie, la curiosité, la pire chose. Un jour, Weston est sorti. J'ai fouillé. Le carnet était presque vide. Quelques pages avec de l'écriture. Une longue liste de noms. Beaucoup étaient rayés. Des noms d'élèves de l'école. Le scan. Panique. J'ai trouvé mon nom. Tout en bas. Nom rayé. Que signifiait cette liste? Rien d'autre à l'intérieur. Rien de spécial. Mais ça donnait un sentiment de nausée. Que Weston n'était pas juste bizarre. La paranoïa. Est-ce qu'il savait que j'avais regardé? J'avais l'impression qu'il me regardait plus souvent. Je passais plus de temps chez des amis. La peur de la chambre elle-même. Son aura avait infecté l'endroit. Une nuit, le point de rupture. Je me suis réveillé, noir complet. Ce n'était pas le marmonnement. Weston se tenait au-dessus de mon lit, dans l'obscurité. Il souriait, ses mains légèrement levées, figé à mi-chemin. J'ai crié. Il n'a pas bronché. Le sourire est resté. J'ai demandé ce qu'il faisait. Sa réponse? Tu parlais dans ton sommeil, comme si c'était une réponse normale. Comme s'il était habituel d'être debout au-dessus de quelqu'un à 2 heures du matin. Il est retourné à son lit, sans un mot de plus. Le lendemain, il a agi confus, comme si je mentais. Était-il un bon menteur ou ne se souvenait-il vraiment pas? Je ne savais pas ce qui était pire. Une semaine plus tard, je reviens. Un petit serpent de jardin sur mon lit, vivant. Je crie. Weston est à son bureau. Expression vide. Il s'est excusé. Une blague inoffensive. J'ai demandé où il l'avait eu. Il m'a regardé, confus. Quoi? Ils sont partout. Jamais vu un seul serpent sur le campus. Ce qui m'a glacé. Il a ouvert un bocal sur son bureau. Le serpent s'est glissé à l'intérieur, de lui-même. Un animal sauvage, docile. C'était plus effrayant que ce que je pouvais décrire. Quelques nuits après, le point final. Un cauchemar. La paralysie du sommeil. Une masse sombre, flottant au plafond, pulsant comme si elle respirait. Elle a commencé à descendre. Une griffe. Quelque chose comme une griffe. Elle a rayé le cadre de mon lit. Elle s'est approchée, mais elle a reculé, comme brûlée ou effrayée. La chose est devenue folle, volant autour de la pièce. Elle a tout renversé, puis elle a traversé la fenêtre. Un bruit de verre brisé. Mes yeux se sont ouverts. Je regardais la fenêtre. Elle était brisée. Des éclats tombaient encore. La scène était identique à mon rêve. Je ne pouvais toujours pas bouger. La paralysie persistait. Sur le cadre de mon lit, de longues griffures. À l'endroit exact où l'être avait frappé dans mon rêve. Weston dormait lourdement. Il ronflait. J'ai essayé de le réveiller. Je le secouais. Il ne se réveillait pas. Je voulais qu'il soit responsable. J'avais désespérément besoin que ce soit lui, car si ce n'était pas lui, cela signifiait que mon cauchemar n'était pas un cauchemar. Il s'est réveillé plus tard. Il a vu la pièce et m'a accusé d'avoir fouillé ses affaires. Il a commencé à siffler, comme un chat, puis à crier dans une langue inconnue. L'éducateur est arrivé. On m'a transféré dans une autre chambre. Le matin, je me suis réveillé. Le froid, la fenêtre de ma nouvelle chambre, grande ouverte. J'étais certain de l'avoir fermée. C'était le point de non-retour. On m'a dit de récupérer mes affaires. Celles de Weston, déjà parties. L'administration a dit qu'il n'était plus mon problème. Je n'ai jamais revu Weston. Le plus terrifiant, la fenêtre a été brisée de l'intérieur. Je ne saurais jamais ce qu'était ce gamin. Mais j'ai vu ce qui est arrivé. Mon cauchemar n'avait pas été un cauchemar. L'autoroute 429, minuit, seul. L'huile de ma voiture était basse. J'avais une longue route à faire. Je devais m'arrêter à la prochaine station. J'étais le seul sur cette route. Vraiment seul.
La station est apparue. Un endroit miteux. Un vieux pompiste. Cheveux gras, regard vide. J'ai fait le plein. Je suis allé à la caisse. Il y avait une femme derrière le comptoir. Elle était étrange. Un sourire figé. Les yeux fixes. Elle ne clignait pas. Elle ne disait rien. Elle ne demandait rien. Elle fixait juste. J'ai payé. Sorti. L'atmosphère était lourde. Le vieux pompiste est apparu à côté de moi. Il a chuchoté. Sa voix était comme du papier sablé. Votre phare est cassé. Conduisez vite. Ne vous arrêtez pour rien. Il a disparu dans l'ombre. Je suis remonté dans la voiture. Mon phare était intact. J'ai vérifié. Mais le vieil homme, son regard, je n'ai pas pu ignorer l'avertissement. J'ai accéléré. 89 miles par heure. Je roulais. Je ne regardais pas les rétroviseurs. Mais la femme, elle était sur l'accotement, souriante, immobile. Elle était à des kilomètres de la station. J'ai paniqué. J'ai enfoncé l'accélérateur. Je l'ai passé 10 minutes plus tard. Une autre station, plus grande, plus de lumière. Je me suis arrêté. Je voulais juste un café. Quelque chose de normal. Un gars travaillait à la pompe. Je lui ai demandé s'il avait vu une femme étrange. Il a souri. Ici, à cette heure-ci, seuls les routiers. J'ai bu mon café. Je suis retourné à ma voiture, sur mon pare-brise. Une note manuscrite. Je l'ai prise. Une écriture enfantine. Tremblante. J'ai dit, ne t'arrête pas pour rien. La note était humide. Elle sentait le pétrole et la vieille eau. Le pompiste du début. Il m'avait vu m'arrêter ici. Comment? Je suis reparti. Mes mains tremblaient. Je regardais mon rétroviseur. Le rétroviseur gauche. Quelque chose courait à côté de la voiture. Un flou sombre. Presque au même rythme. Pas un animal. Trop grand et trop humain dans sa foulée. J'ai fermé les yeux un instant. Je les ai rouverts. Le rétroviseur droit. Rien. Le rétroviseur gauche. La femme. Elle courait. Son sourire figé. Elle ne courait pas sur ses jambes. Elle glissait. Les pieds ne bougeaient pas. Elle flottait à 90 miles par heure. J'ai hurlé. J'ai zigzagé. Elle est restée là, sur place. Je l'ai sentie à l'intérieur. Mon souffle s'est coupé. Je l'ai perdu de vue. Je ne savais pas combien de temps j'avais conduit. Mon cerveau s'est déconnecté. Le matin, j'étais garé sur un parking, à la lumière du jour. J'ai vérifié ma voiture. Le phare était intact. Le compteur kilométrique. Il indiquait 500 miles de plus que ce que j'aurais dû faire. Et sur le siège passager, une seule mèche de cheveux. Longue, noire, humide. J'ai jeté les cheveux. J'ai brûlé le carnet. Mais je n'ai plus jamais pu conduire de nuit. La femme n'était pas un stop. Elle était une escorte. Chaque été, 2 semaines, la ferme de mes grands-parents. Corps en acre de bois. Je dormais au grenier. Le seul étage aménagé. Un plafond en pente. Une fenêtre. Mes grands-parents se couchaient tôt. Avant 21 heures, je lisais à la lampe de poche ou je jouais à la Game Boy. Le premier été, rien. Le deuxième, les bruits ont commencé. Une nuit, des pas, dans l'escalier du grenier. Doux. Quelqu'un essayait d'être silencieux. La poignée de la porte a tourné. La porte s'est ouverte de 15 centimètres. Lumière éteinte. Je faisais semblant de dormir. Je croyais que c'était ma grand-mère. Pas de retraite. Pas de porte qui se ferme. Juste le silence. J'ai demandé à mon grand-père. Il a dit que la maison était vieille. Des ratons laveurs dans les murs. Une explication étrange. 3 nuits plus tard, je me suis réveillé. Ou je pensais m'être réveillé. Mon lit tremblait. Quelqu'un était debout au pied du lit. Une silhouette noire. Je fermais les yeux. Comptais jusqu'à 100. Ouvris les yeux. La silhouette était partie. Un cauchemar? Mais mon placard était ouvert. Je l'avais fermé. J'ai commencé à penser que ma grand-mère m'espionnait. La seule chose qui avait un sens. Les années ont passé. J'ai arrêté d'y aller. Les grands-parents sont morts. Quelques semaines d'intervalle. Aux funérailles, j'ai revu mon cousin, Francisco. On a parlé de la ferme. Je lui ai raconté mes expériences. Les pas, la silhouette, la théorie de la grand-mère. Je m'attendais à ce qu'il se moque. Il a eu une expression vide et a dit « Ce n'est rien. Cette chose me touchait. » Il a décrit des choses pires.
la même silhouette au pied de son lit, mais elle s'asseyait. Il sentait le matelas s'enfoncer. Puis, des doigts rugueux, râpeux. Il lui traçait le visage. Parfois, il lui prenait le poignet, le tenait. Il gardait les yeux fermés, gelés jusqu'à ce que ça parte. J'ai demandé comment il savait que ce n'était pas notre grand-mère. Sa réponse, je le sentais. Elle avait les mains rêches et rugueuses. Nos grands-parents avaient les mains douces. L'horreur. Cela confirmait tout ce que j'avais vécu et rendait ça infiniment pire. Il avait dit à sa mère. Elle ne l'avait pas cru. Elle s'était fâchée. Alors il a gardé le silence. La chose n'était pas ma grand-mère. C'était une chose. Si ce n'était pas la grand-mère, qu'est-ce qui entrait dans ma chambre? La façon dont Francisco l'a décrit comme une chose m'effraie encore. Mais est-ce mieux de penser que c'était un humain, un étranger, vivant dans la maison de mes grands-parents pendant des années? Un squat, une menace, montant les escaliers. Chaque nuit, il était là. Il nous regardait et il attendait de grandir pour nous toucher. Si cette vidéo vous a empêché de dormir, likez-la. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine plongée dans l'indicible. Et si vous avez une histoire vraie, un moment où le quotidien vous a montré quelque chose d'horrible, soumettez-la ici. L'email est dans la description. Bonne nuit.